Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Guérin-Bouéry. Salut Arthur, Salut, merci de me recevoir. un grand plaisir. Tu es sportif de haut niveau, tu es quintuple champion du monde d'apnée, tu es aussi conférencier et tu as plein d'autres projets autour dont on va parler ensemble. Avant de revenir sur tout ton parcours, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Mon métier, ça a été deux choses différentes finalement sur ces 15 dernières années. D'abord, ça a été un métier d'athlète en compétition à haut niveau. Et puis depuis 2016-2017, j'ai cumulé deux métiers. J'ai cumulé ce métier d'athlète et un métier on va dire, d'entrepreneur, le début d'une activité d'entrepreneur à l'époque. Et depuis, clairement, depuis 2021, ouais, 2020-2021, c'est devenu quasiment à 100% un métier finalement c'est ça, d'entrepreneur multicasquette, euh, on va dire, Comme tout voilà. entrepreneur qui se respecte. Oui, sûrement d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un quotidien entrepreneur, mais c'est-à-dire que j'entreprends avec passion beaucoup de projets et que j'essaie de mener à bien, qui sont plus ou moins en relation avec l'apnée, généralement oui. Euh, et voilà, toujours avec une activité sportive évidemment liée à l'apnée, que j'ai pas lâché, mais disons qu'aujourd'hui, voilà, je suis conférencier, je travaille avec des partenaires, avec des sponsors, avec qui on développe des projets de communication. Euh, je fais du contenu aussi. J'essaye tant bien que mal, à mon petit niveau, de faire du contenu quand je travaille pas avec des professionnels de la vidéo ou de la photo. Et, euh, et puis à côté de ça, j'ai décidé aussi des projets journalistiques. Je, je présente, j'incarne une série documentaire qui s'appelle L'Odyssée salée, euh, qui est produit par Foxrod Productions et TV Monaco. Donc là, c'est une série documentaire autour du monde où je vais découvrir le monde en apnée, enfin les océans du monde en apnée, et rencontrer les gens, interviewer des gens dans ces endroits-là pour comprendre leur quotidien. Donc ça, c'est une série que j'incarne, dont j'ai eu l'idée déjà il y a au moins 4 ou 5 ans, que j'ai mis du temps à développer et à lancer, mais ça y est, finalement, on s'est lancé. Et à côté de ça, voilà, je propose aussi une méthode de respiration inspirée de mon quotidien d'athlète à haut niveau dans l'apnée ces 12 dernières années, que je propose sous la forme de workshop en entreprise beaucoup, et que je vais essayer de développer sous la forme de webinaires ou peut-être d'une application voilà, dans les années à venir. Et à côté de ça, j'ai des projets, même là un projet purement journalistique sur Paris que j'essaie de développer aussi, donc voilà, qui s'éloigne complètement de l'apnée, qui n'a rien à voir. Donc mon métier, ça a vraiment été deux phases, une phase purement sportive au début, et aujourd'hui beaucoup plus variée, et puis où j'essaye de toucher à plusieurs choses, des choses qui m'intéressent d'une manière générale. Voilà. Tu as parlé de ton parcours, de tes projets. Le fait de t'inviter dans Inspiré fait encore plus de sens. Tu es ici à ta place. Oui, j'essaye de m'inspirer un maximum de ce qui me passionne pour créer des choses et partager avec les gens. Voilà, c'est un peu ça la moralité de ce que je fais aujourd'hui. On va revenir sur ton parcours qui est très riche, que ce soit en activité ou en projet, comme tu viens de le dire, et sur l'actualité aussi, avec cette série documentaire et les autres projets dont tu as parlé à côté. Mais tout d'abord, pour revenir à toi petit, dans ton enfance, donc tu es né à Nice, si je dis pas de bêtises, Mhm. avec des parents qui sont immergés dans le milieu artistique et culturel, c'est bien ça? Oui, surtout du côté de ma mère, qui était comédienne de théâtre à Paris. Tout à fait. Dès l'enfance, tu as eu cette appétence pour la culture, pour l'art? Oui, assez jeune, finalement, j'ai baigné dans ce milieu, parce que j'ai grandi à Paris, même si je suis né à Nice, hein,
mes parents sont niçois aussi, mais je suis juste né à Nice. En fait, j'ai grandi toute ma vie à Paris. Et ma mère était à Paris, évidemment, pour son métier de comédienne. Mon père aussi, qui bossait à Paris. Mon père est architecte, donc rien à voir. Et j'ai très vite, petit, baigné dans ce milieu culturo-mondain parisien, sans connotation péjorative hein, dans ce que je dis, mais voilà, vraiment culturel et mondain, c'est ça, hein, c'est-à-dire le Paris spectacle des années enfin 70-80, moi je suis né en 84, mais finalement cette troupe qu'avait monté ma mère a commencé dans les années 70. Et c'est vrai que j'ai baigné un petit peu dans ce milieu culturel parisien toute mon enfance finalement. Après, ma mère est décédée hein, quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans. Donc elle est décédée d'un cancer, jeune, à l'âge de 42 ans. Et donc c'est vrai que finalement, à travers la mémoire de ma mère, je cultive aussi un petit peu ce fantasme de la nuit parisienne artistique. Voilà. Et que j'ai vécu aussi ensuite, moi, en tant que jeune parisien marginal underground. Et que j'essaye aujourd'hui voilà, de continuer de faire vivre à travers certains de mes projets, en tout cas à travers ma vision artistique et productive, je dirais, et à travers mes idées un petit peu, en partie. D'ailleurs, en parlant d'activité artistique, tu as été passionné assez vite de musique et notamment de guitare, de chant. C'est un relais de cette volonté de faire poursuivre la culture et la musique autour de toi? Oui, mais ça même pas, c'est juste que j'ai été frappé par la musique à l'âge de, je dirais, 8-10 ans. Et j'ai eu ma première guitare à l'âge de 11 ans. Et ça a vite été un refuge, je dois avouer, la musique pour moi. Et j'ai vite adoré travailler la guitare, chanter, euh, m'exercer à ça. Voilà, je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a transporté pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui encore, hein, bien sûr, c'est un truc que j'adore. Alors je le fais pas au niveau que j'aimerais, par manque de temps, par manque de courage, sûrement d'ailleurs un petit peu. Euh, mais oui, bien sûr, c'est un truc qui me passionne. Ouais. Tu as passé aussi les vacances à Nice, tu revenais sur tes régions natales, on va dire, Mhm. avec cette envie et ce plaisir d'aller dans l'eau. C'est dès ce plus jeune âge où tu as aimé le contact avec l'eau. Oui, le contact avec l'eau, ça c'est arrivé très vite. C'est arrivé dès l'enfance, le bien-être comme ça que je trouvais sous l'eau. Et c'est encore plus confirmé pendant l'adolescence, où vraiment je trouvais qu'il y avait cette dimension complètement mystique presque d'être sous l'eau en apnée, en apesanteur. Et c'était un état qui me fascinait et un milieu qui me fascinait, quoi. Et c'est vrai que le Grand Bleu aussi m'a quand même pas mal marqué et a confirmé un petit peu tout ce que je pensais de ce milieu-là. Parce que c'est vrai que Besson a vraiment réussi à transposer à l'image une grande partie de la philosophie de cette discipline, même s'il y a plein de trucs qui sont faux dans le film hein, et qu'on ne fait pas du tout comme ça. Ça C'est reste un très film. romancé, bien Voilà. sûr. Mais dans sa réalisation, et notamment la BO d'Eric Serra, euh, apporte vraiment une touche assez réaliste par rapport à la philosophie de cette discipline. Et voilà, et c'est vrai que ça m'avait aussi vachement marqué. Et finalement, ouais, j'ai très vite ressenti que c'était fait pour moi, quoi, ce truc-là. Donc ça m'a. Et puis bah, ça s'est confirmé plus tard, évidemment, quand j'ai commencé et que je m'y suis mis sérieusement. Mais c'est vrai que pendant les vacances, en Corse, beaucoup, on allait
notamment petit, je m'amusais à faire de l'apnée dès que je pouvais, quoi. Il y avait quelque chose à cet âge-là. Ouais. Et en quoi tu t'es identifié au personnage de Jacques Mayol dans ce film mythique? Bah, Mayol, qui est incarné par Jean-Marc Barr dans ce film, est un personnage assez marginal, déjà, assez déconnecté, assez rêveur, euh, qui est assez axé sur le moment présent, il n'est pas dans la projection, euh, il fait ce qu'il aime, et finalement, c'est vrai que je me ressentais un peu comme ça, petit. Euh, Beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai été rattrapé par la réalité de la vie et de l'âge adulte notamment. Mais c'est vrai que petit et adolescent, je me ressentais pas mal comme ça. Ouais. Euh, et ça, ouais, c'est vrai que le fait qu'il se retrouve bien sous l'eau, coupé du monde extérieur, en apesanteur, dans cette espèce de relatif silence, euh, bah c'est vrai que je ressentais ça aussi finalement. C'est vrai que ça me troublait quoi. Il y avait quelque chose qui me ressemblait là-dedans. Voilà. Même si finalement je ressens plus à Enzo qu'à qu'à Mayol, euh, c'est vrai que je m'identifiais beaucoup ouais, à ce personnage. Ouais. Tu parlais de silence, de quiétude. Alors ça me fait faire une transition avec tes études. T'es parti en ingé son, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ce chemin-là? C'était pour continuer sur la voie de la musique? Oui, tout à fait. J'ai fait une école d'ingé son parce que je me suis dit, j'étais persuadé adolescent, moi, que j'allais finir auteur, compositeur, chanteur, enfin guitariste, chanteur, quoi. Et Dans un groupe en avant. ouais, j'en étais persuadé. Mes potes qui m'entouraient en étaient persuadés aussi. Enfin, je veux dire, c'était pour moi, c'était tout tracé, quoi. Et finalement, au moment où j'aurais dû le faire, bah, c'était une période où je manquais cruellement de confiance en moi et c'est difficile hein, de se livrer sur scène avec une guitare. Aujourd'hui, j'ai moins de problèmes à le faire, mais à l'époque, c'était très difficile. Et du coup, c'est vrai que à ce moment-là, je l'ai pas fait. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, si je peux pas être musicien tout de suite, autant je vais étudier le son. Comme ça, c'est en rapport quand même avec ce que j'aime. Et puis voilà, je vais parfaire ma connaissance du son. Ça ne peut que m'aider dans mon quotidien de musicien, quoi. Et donc j'ai fait l'ESRA dans le 15e à Paris, qui est une école d'audiovisuel. Donc j'ai fait la section son de l'ESRA, c'est l'ISTS, l'Institut supérieur des techniques sonores. Et voilà, j'ai fait 3 ans dans cette école, et puis finalement j'ai assez vite abandonné l'idée de devenir ingénieur du son, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus terrible que de s'occuper de musicien quand on veut être musicien soi-même. Il y a Hmm. voilà, c'est terrible, il y a une frustration qui était ingérable là-dedans. Et donc j'ai abandonné cette idée-là, et finalement, parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était un métier de passionné, euh, qui, comment dirais-je, qui ne font que ça. Enfin, Hmm. s'il y a la frustration de ne pas être musicien, c'est impossible de faire ce métier, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, Oui, pour moi, ça peut-être l'était, aussi quoi. plus technique que créatif que tu peux l'avoir en tant que musicien. Ouais, alors aujourd'hui, il y a presque une dimension créative dans ce que font les ingénieurs du son, hein, au niveau des arrangements et du C'est vrai. mix, etc. hein, mais ils vont vraiment donner une couleur à un son, à un titre, à un album. Donc, moi, je considère que c'est une démarche artistique, mais c'est vrai qu'il y a cette technicité aussi qui va avec. Et puis c'est sûr qu'on n'a pas une guitare dans les mains et on chante pas, quoi. On est derrière une console, quoi. Donc bon, voilà. C'était. Alors j'ai fait quand même des stages, hein. J'ai fait un stage à Nova à Paris, Radio Nova. J'ai fait des stages en studio aussi, notamment au studio Coppelia dans le 15e. J'ai été sur un ou deux tournages aussi pour percher un peu. Voilà, je me suis amusé à mixer sur mon ordi, sur mon Pro Tools, tant bien que mal, mais bon voilà, c'est un truc que j'ai abandonné ouais, assez rapidement.
Donc en parallèle, tu as voulu reprendre le sport au milieu de tes Ouais, études? exactement. Alors après, c'est pas au milieu de mes études, c'est vraiment après. Ok. Pendant mes études, j'étais encore dans la bohème parisienne. Je m'étais pas remis au sport encore. Euh, Sport que j'avais abandonné au lycée, on va dire, hein. Et c'est vrai que non, là, j'étais encore dans la folie de la nuit parisienne à cette époque-là. Et c'est venu après, vraiment, où je me suis. Justement, je vivais du coup de petits boulots parisiens, alimentaires, hein, clairement. C'était pas des métiers passion, c'était pas des vocations. J'ai travaillé beaucoup dans l'hôtellerie de luxe à Paris, dans des grands hôtels, euh, notamment au Georges V, au Meurice, au Plaza Athénée. Euh, et j'ai fini au Crillon, à l'hôtel de Crillon, euh, place de la Concorde à Paris. En fait, j'étais chauffeur de maître dans les grands hôtels. Ça veut dire que je conduisais des grosses berlines allemandes, généralement, pour pas citer de marque, et avec les clients des hôtels à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un métier de service pour lequel j'ai quand même du respect, hein, évidemment, hein. C'est un métier de service français de tradition, avec des chauffeurs formés qui ont un métier vraiment très difficile. C'est plus de la conciergerie d'ailleurs qu'un simple métier de chauffeur. Mais c'était vraiment pas une vocation pour moi, quoi. Voilà, je me voyais pas finir chauffeur. Pour moi, moi, je suis passionné par les voitures, donc c'est pour ça que je me suis mis là-dedans. Je me suis dit, tiens, je vais lier l'utile à l'agréable. Et donc voilà, je vais. Mais en fait, ça m'a fait rigoler 2 mois, 3 mois, et puis après, finalement, enfin, ça m'a vraiment tiré vers le bas. J'étais au plus mal, et j'étais dans ce quotidien parisien. Je vivais vraiment le spleen parisien, quoi. C'est-à-dire la déprime parisienne, sans échappatoire. Je savais pas quoi faire. J'étais vraiment déprimé, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, bah, il faut absolument que je me remette au sport. Ça va me sortir de là. Je vais calmer le jeu un peu sur la bohème parisienne et essayer de me recadrer un petit peu. Et, euh, et c'est vrai que je me suis voilà, remis beaucoup à nager. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il y a pas des. J'adore l'apnée, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée? Est-ce que je peux pas essayer de me trouver un club? Et voilà, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de clubs. Alors vraiment, j'ai été surpris. Je pensais que ça allait être la croix et la bannière, que ça n'existait même pas en fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était déjà à l'époque un sport en pleine explosion, qui était en train de se développer énormément. Et qu'il y avait des clubs, voilà, il y avait des clubs presque dans toutes les piscines parisiennes. Maintenant, il y a un club d'apnée, quoi. Et donc voilà, je me suis inscrit et ça a commencé comme ça en 2011. Exactement, à l'âge de Et à 26 ans. 26 ans, justement, et c'est l'âge où tu as fait ton premier baptême en apnée. Exactement, à Quelles ont, 26 ans, ouais. ouais, quelles ont été les sensations que tu as eues avant, que ce soit peut-être de l'attente, de l'appréhension ou des questionnements, et pendant ton baptême? Quels ont été tes ressentis? Ah, avant, j'étais très impatient de découvrir. J'étais vraiment curieux. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui ont organisé ça en club. C'est passionnant, c'est génial. J'ai trop hâte de découvrir, quoi. Pour moi, waouh, c'était exactement ce que je cherchais, quoi. J'étais scié de trouver ça finalement. Et, euh, bah, le jour J, quand j'y suis allé, pendant le baptême, ouais, j'ai compris que j'avais trouvé exactement ce que je cherchais, quoi. Voilà, j'ai fait ce baptême. Alors un baptême, c'est simple, hein. On apprend à respirer, on apprend à faire une dernière inspiration, on apprend à se mettre en apnée, à se relâcher, on apprend à commencer à nager un petit peu en apnée aussi, à compenser les oreilles. Voilà, c'est vraiment les b.a.-ba de la pratique. On apprend un petit peu la sécurité aussi, le matériel, etc. Et la technique de nage. Bon voilà, ça c'est vraiment les tout débuts. Donc j'ai appris ça sur les 2, 3 premières séances et c'était vraiment, ouais, c'était une grosse découverte. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi, sans mauvais jeu de mots. Et après, ça s'est confirmé par la suite. J'ai vite progressé. Euh, et finalement, vous savez, dans une piscine, quand on apprend l'apnée, alors j'ai commencé en piscine, évidemment, à Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis spécialisé dans des records en distance à l'horizontale, au début de ma carrière. C'est que c'était vraiment euh, ce qui était à ma disposition, finalement, Hmm. en tant que Parisien.
Et donc c'était de l'apnée dynamique. C'est vraiment deux disciplines différentes hein, qui n'ont rien à voir. Et l'une n'a pas à envier l'autre en quoi que ce soit. Chaque discipline a ses difficultés et ses facilités que n'a pas l'autre. Euh, donc voilà, je tenais à être clair dès le début là-dessus. Et là, en tout cas, moi, je découvre du coup l'apnée dynamique à cette période-là. Et c'est vrai que dans la piscine, c'est organisé de la ligne des débutants à la ligne des compétiteurs. Et puis il y a 5 ou 6 lignes d'eau comme ça, et puis il y a des groupes de niveaux différents. Et j'ai progressé assez vite, petit à petit, pour passer d'une ligne à l'autre finalement. Et, euh, et j'étais vraiment, j'attendais l'entraînement. C'était un entraînement par semaine, je me souviens à l'époque, le lundi soir, et j'attendais cet entraînement du lundi soir vraiment, mais tellement impatiemment, je sautais sur place d'envie de retrouver l'entraînement. Donc ça me faisait beaucoup de bien, quoi, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien et dans cette période qui était difficile. Et, euh, et après, bon, voilà, après j'ai cherché d'autres clubs pour multiplier les entraînements, pour passer à 2 entraînements, puis 3 entraînements par semaine. Et puis voilà comment ça s'est passé la première année, en tout cas, de découverte, quoi. Et alors pour les non-initiés, l'apnée, comment tu la définirais et qu'est-ce que cela apporte? Donc tu parlais du baptême, de la découverte, que ce soit la respiration, la sécurité, etc. Mm. Voilà, pour parler en quelques mots, enfin, même plus que ça, mais comment tu définirais l'apnée aux non-initiés? Bah, l'apnée aujourd'hui, c'est devenu une discipline qui n'est pas un sport extrême réservé à des fous furieux qui tentent des records en profondeur, en mer, et qui sont voilà, qui comment dirais-je, qui ont cette image d'athlètes de l'extrême avec des performances inaccessibles, etc. C'est le cas, il y en a, hein, ça existe, mais aujourd'hui, l'extrême majorité des pratiquants, ce sont monsieur et madame tout le monde qui s'inscrivent dans un club d'apnée parce que c'est devenu une discipline bien-être à la mode. Et, euh, et à raison d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, la plupart des clubs à Paris, partout en région, en France maintenant il y en a partout, il y a pas un bled où il n'y a pas un club d'apnée, hein, donc il y en a vraiment partout en France. Et c'est ça, en grande majorité, les gens qui sont inscrits, ce sont des... Alors il y a toujours un ou deux compétiteurs dans un club, hein, bien sûr, mais voilà, tout le reste, c'est des gens qui s'inscrivent pour découvrir, pour travailler sur eux, pour apprendre à respirer, pour apprendre à se concentrer, pour apprendre à se relâcher, pour apprendre à se dépasser aussi dans la difficulté. Parce que bah, plus on arrête de respirer longtemps, plus c'est difficile. Hein, il y a toujours une zone de confort, et puis finalement, à un moment donné, on commence à avoir envie de respirer. Et donc c'est là qu'il y en a certains qui aiment bien aller jouer avec ça pour essayer de se dépasser, de travailler sur la force mentale, etc. Ce qui n'est pas du tout une obligation d'ailleurs hein, dans la pratique. Il y en a qui restent dans leur zone de confort, et ça leur convient très bien. Et qui sont là juste pour l'aspect euh, relaxation, apesanteur, silence, glisse, sensation de chute libre, etc. Donc ce n'est pas que des gens qui vont pour travailler sur l'envie de respirer, pas du tout. Il y a une grande partie des pratiquants qui restent dans leur zone de confort finalement et qui trouvent déjà leur compte, voilà, ce qui est très bien. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est une discipline grand public, accessible à tous, qui s'est beaucoup démocratisée, euh, qui peut vraiment faire la différence en termes d'équilibre, que ce soit physique, physiologique ou psychique, au niveau psycho-émotionnel, je dirais même, euh, et, euh, et qui peut aussi avoir un impact, ouais, je dirais la dépression, l'anxiété, la gestion du stress, la résilience, l'adaptation, euh, la combativité. Euh, voilà, ça peut avoir des impacts sur tout ça. Et c'est même pas ça peut en avoir, c'est que ça en a. Ça en Voilà. a. Clairement, Puis et ils sont très clairement identifiables et quantifiables. ouais, et puis comme tu le dis, tu es seul face à toi-même, hein. Quelque part, tu luttes avec toi. Tout à fait, c'est un sport individuel où on est seul avec soi-même, centré sur le moment présent. Beaucoup de gens disent au début ah ouais, non, mais moi, quand je mets la tête sous l'eau, je panique. En fait,
si on le fait de manière encadrée et qu'on apprend à le faire, en fait, on ne peut pas paniquer, en fait. C'est, c'est juste que si des gens disent ça, c'est qu'ils ont eu une mauvaise expérience et qu'ils l'ont fait de la mauvaise manière. Mais en fait, quand on est encadré avec un instructeur qui t'explique, qui est là pour te relaxer dans une piscine, qui te dit exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner. Et en fait, quand on met la tête sous l'eau, le cerveau passe en mode apnée. Et ça, c'est un truc réflexe, on ne contrôle pas, hein. C'est, c'est-à-dire, ça arrive chez tout le monde. Chez quelqu'un d'angoissé, chez quelqu'un d'aquaphobe, chez quelqu'un qui ne sait pas nager, chez quelqu'un de claustrophobe, chez quelqu'un, etc., etc. Ça marche chez tout le monde. C'est-à-dire, quand on met la tête sous l'eau, le cerveau passe en mode apnée. C'est un réflexe archaïque, apnéique, très ancré en nous, qui est hérité sûrement d'une époque où on vivait dans l'eau. Et c'est quelque chose qui se retrouve, par exemple, voilà, chez les bébés nageurs. C'est un exemple que je prends relativement souvent. Mais c'est vrai que les bébés, quand on met un bébé sous l'eau, il arrête de respirer spontanément. Alors que le bébé n'a pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on va lui mettre la tête Hmm. sous l'eau et qu'il faut qu'il arrête de respirer. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe apnéique, archaïque, très ancré. Euh, et, et, euh, et ce réflexe apnéique pousse le cerveau à nous centrer sur le moment présent. C'est-à-dire qu'on, par la force des choses, qu'on le veuille ou non, on est sur le moment présent quand on est en apnée sous l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à autre chose, quoi. On est en train d'arrêter de respirer, on a bloqué sa ventilation, ce qui est réflexe, encore une fois, on ne le contrôle pas. Et là, on est sous l'eau et on regarde ce qui se passe, on est en apesanteur et finalement, on est vraiment centré sur soi et sur le moment présent. Et ça fait beaucoup de bien, en fait. Quand on a fait ça pendant 1 heure et demie, pendant un entraînement, après, C'est une longue méditation. ouais, c'est comme si on avait médité pendant 1 heure et demie, en Ouais. fait. C'est très agréable. Et donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bien, voilà. Alors, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, encore une fois, hein, et il y a des gens qui ont des difficultés à mettre la tête sous l'eau, il y a des gens qui sont aquaphobes, il y a des gens qui savent pas nager, etc. Si on est accompagné et qu'on est accompagné de la bonne manière, ces effets peuvent être ressentis chez tout le monde. Et c'est ce que tu allais chercher en premier, toi? Ou c'est plus cette volonté de te surpasser un peu dans un sport et de vraiment t'y impliquer à fond? Ou c'est quelque chose Non, que tu à as la découvert base, avec le temps? non, non, à la base, moi, c'était vraiment, je voyais, c'était vraiment la dimension sport-thérapie qui m'intéressait dans l'apnée, Hmm. c'est-à-dire me tirer de mon quotidien morose parisien, quoi, et de mon quotidien dans les bouchons parisiens. Donc c'était vraiment me sortir de là et essayer de trouver quelque chose qui me fasse du bien. J'avais pas du tout dans l'idée de faire de la compétition et de devenir champion du monde ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour me changer les idées et me faire du bien, quoi. Moi, c'était vraiment pour ça que j'y suis allé. La compétition et tout, c'est venu après, ouais. Et ça t'a d'ailleurs plutôt réussi. Donc, si on retrace un peu le parcours, tu as fait ta première compétition en 2012 en étant repéré par l'équipe de France, c'est ça? Alors oui, 2012, alors 13. sur la saison 2011-2012, parce que c'est de septembre à septembre, donc sur la première saison de septembre Comme à 2011, l'école. septembre 2012, voilà exactement, là je découvre l'apnée. Et saison 2012-2013, je multiplie les entraînements en m'inscrivant dans 2 nouveaux clubs. Euh, un club à Bonneuil dans le 94 et un club à Nogent-sur-Marne, où je fais la connaissance de mon coach, qui me coach depuis, qui n'a pas changé, qui est toujours mon coach aujourd'hui, qui s'appelle Guillaume Lescure, qui avait monté à cette époque-là la ligne d'entraînement compétition du Val-de-Marne, donc du 94. Et cette ligne compétition s'entraînait dans cette piscine de Nogent-sur-Marne. Et donc là, j'ai commencé les entraînements compétition, c'est-à-dire entraînement à haut niveau. Il y a une énorme différence entre l'apnée loisir et l'apnée compétition. C'est vraiment 2 choses différentes. L'apnée loisir, on reste beaucoup plus dans sa zone de confort, justement. L'apnée compétition, le but, c'est de sortir de sa zone de confort, justement. C'est d'aller loin dans l'envie de respirer, d'apprendre à son cerveau et à son corps à gérer la dette d'oxygène et la difficulté mentale et physique qui va avec.
Donc là, j'ai découvert ce que c'était que l'entraînement compétition. Ça m'a plu. C'était un exercice assez exigeant, assez intense, et c'était quelque chose dont j'avais besoin à l'époque pour me cadrer, pour me donner une discipline finalement, Hmm. une discipline mentale et physique. Et donc ça m'a vachement plu et j'ai continué, j'ai progressé, j'ai commencé à faire des toutes petites compétitions au début de cette saison. Et c'était d'abord des compétitions interclubs, départementales, vraiment des tout petits challenges. Et j'ai commencé, voilà, j'ai fait mes premiers podiums, première compétition, premier podium d'ailleurs. Deuxième compétition, podium, enfin ça s'est enchaîné comme ça. Et je progressais petit à petit, je mettais toujours ma marque un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'à la fin de cette deuxième saison, j'ai pu participer au championnat de France, qui avait lieu à Montluçon à l'époque, je me souviens. Et, euh, et c'était mes premiers championnats de France. Les championnats de France, c'est les 50 meilleurs Français. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à mes premiers championnats de France. Et là, je termine vice-champion de France cette année-là, en nageant 157 mètres à la brasse, donc en bassin, hein, on fait des allers-retours en Hmm. bassin, à l'horizontale. On est sous l'eau, hein, c'est immergé. Et, euh, et donc là, oui, bah, vous savez, enfin, tu sais, les championnats de France, c'est comme dans tous les sports, finalement, il y a le staff de l'équipe de France qui vient avec le directeur technique national de la fédération, qui représente le ministère, et avec les sélectionneurs et en accord avec le DTN, ils constituent ce qu'on appelle le groupe France, c'est-à-dire une présélection qui vont entraîner et envoyer sur les mondiaux ou les compétitions internationales, ça peut être des championnats d'Europe aussi, qui ont lieu généralement pendant l'été, c'est-à-dire 2 ou 3 mois plus tard, quoi. Et voilà, et ben là je me suis fait repérer et je me suis fait, Tu voilà, m'étonnes. on m'a demandé si je voulais intégrer le groupe France. Et donc voilà, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, ça m'a beaucoup surpris, je dois avouer, mais j'ai fait ma première sélection en équipe de France cette année-là. Je suis parti au championnat du monde en Russie, à Kazan, en Russie, donc dans le sud de la Russie. Et là, Tu on dis que ça avait. t'a beaucoup surpris, juste pour revenir en arrière. Quand même, premier championnat de France, tu finis vice-champion de France. Il y a moyen qu'ils se disent il a du potentiel, celui-ci. Oui, après, oui, 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 c'est vrai. J'avais progressé très vite, mais l'apnée est un sport dans lequel on peut progresser très vite, hein. Hmm. Il suffit d'avoir les capacités mentales, la force mentale, la résilience, euh, euh, la capacité de relâchement pour aller loin, et on peut aller très, très vite, très loin. C'est vrai que moi, voilà, j'ai eu une progression assez rapide, et voilà, à 157 mètres, je sors très propre, pas de syncope, rien. C'est assez prometteur. À l'époque, en tout cas, c'était prometteur sur ce genre de distance. Aujourd'hui, ça a évolué, hein, on va beaucoup plus loin. Mais à l'époque, c'était voilà, c'était clairement sélectionnable pour l'équipe de France, quoi. Ouais. Et donc, justement, tu pars juste après avec eux au championnat du monde. Ouais, voilà, je pars à Kazan au championnat du monde en 2013, en août 2013, et la veille ou l'avant-veille de mon anniversaire, je deviens champion du monde pour la première fois, en signant un nouveau record du monde à l'époque. Euh, j'ai nagé 200 mètres à la brasse, ce qui était un nouveau record du monde à l'époque. Et voilà, là, bah, bon anniversaire Arthur, t'es champion du monde. Et, euh, et en plus, c'était vraiment, alors je m'y attendais vraiment évidemment pas du tout, mais personne ne s'y attendait parce que j'étais inconnu au bataillon, donc personne ne savait qui j'étais. J'étais le dernier à passer du dernier jour de la dernière épreuve, donc j'étais vraiment le dernier nageur. Après, la piscine fermait, le championnat du monde était terminé, quoi. Et là, bim, record du monde, champion du monde, et vraiment, bah, qui c'est lui, quoi, qui c'est ce mec, c'était assez marrant. Et enfin, moi, en tout cas, je trouvais ça assez marrant, les autres athlètes beaucoup moins. Et du coup, c'est là qu'a commencé cette épopée équipe de France qui a duré jusqu'en 2017. Voilà. C'est une saison, quand même, pour recontextualiser, qui est juste incroyable, hein, 2012-2013. C'est-à-dire que, de ce que tu nous dis, tu démarres en championnat départemental, ton début de saison, puis tu fais les championnats de France, puis 2 mois après, 3 mois après, tu finis au championnat du monde.
et en même pas une saison, tu démarres champion départemental, tu finis, ou peut-être même pas, je sais pas, et tu finis champion du monde. C'est juste extraordinaire. On Ouais, voit pas ouais, ça mais dans tous les sports. encore une fois, voilà, l'apnée, c'est un sport très particulier, très spécial, qui est essentiellement basé sur le mental. Et donc, il n'y a pas nécessaire d'avoir commencé à faire de l'apnée à 9 ans pour devenir champion du monde. Euh, voilà, c'est essentiellement mental. Si on a les capacités de relâchement, la combativité et la capacité physiologique quand même pour fonctionner avec peu d'oxygène, sans syncoper, ben on peut aller très vite, très loin, même en commençant à 40 ans. Il n'y a aucun problème. Euh, voilà, c'est vraiment c'est essentiellement mental et Mais accessoirement Hmm. physiologique aussi. Ouais, c'est clair. Mais C'est beaucoup moins physique. ce parcours justement dans l'année, il s'est déjà reproduit souvent chez avec d'autres athlètes dans ce sport? On a vu des progressions assez fulgurantes hein, en apnée. Oui, oui, il y en a eu. Hein. Il y en a eu, il y en a eu. Il y en a eu. Je D'accord. pense à Guillaume Bourdila, qui est l'actuel champion du monde français, avec qui ça a été très vite quand même aussi. Là, il y a des petits jeunes en France aussi qui progressent assez vite. Oui, ça peut aller, oui, ça peut aller vite. On a vu certains athlètes ouais, aller très vite. Et donc 2 ans après, tu remets ça, champion du monde, cette fois à Mulhouse, à domicile si je puis dire. Ouais, exactement. Euh, sur un autre type de bassin, puisque pour expliquer, il y a petit bassin et grand Ouais. bassin, c'est ça? Oui, alors oui, je crois qu'il distingue encore petit et grand bassin. Tout à fait, oui. En 2013, c'était petit bassin. Ensuite, 2015, c'était grand bassin, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai fait toutes mes compétitions en grand bassin. J'ai plus eu de petit bassin. Voilà, oui. Après, je suis redevenu champion du monde donc en 2015 et ensuite en 2016 dans plusieurs disciplines aussi. Voilà, et vraiment l'apogée de ma carrière, ça a été 2016. C'est là où j'ai atteint les objectifs ultimes que je m'étais fixés en tant qu'athlète, c'est-à-dire nager 300 mètres en bassin avec ma monopalme. Hein. Donc c'est une palme dans laquelle on met les deux pieds et on ondule un peu comme un dauphin en mettant les bras devant. Et avec cette monopalme, ces 300 mètres pour moi, c'était ouais, c'était un peu la barrière, la distance symbolique qui était mon objectif ultime. Et qui n'avait jamais été atteinte, Bah non, 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 c'était en record du plus. monde, oui, oui, c'était record du monde absolu à l'époque. Et voilà, une fois que j'ai atteint cet objectif, j'ai commencé à lever le pied. Bon, après, je suis passé sur autre chose parce que je suis passé à des records sous la glace. Mais en tout cas, sur ce type d'apnée en bassin, j'ai levé le pied. Je me On suis va en parler. beaucoup plus mis en mer ensuite, ce qui était quand même autre chose parce que j'ai déménagé à Nice, donc j'ai découvert un nouveau sport et qui était l'apnée verticale en mer. Et puis j'ai aussi fait des records voilà, sous la glace. On va en parler après du monde sur glace parce que c'est à ce moment-là où t'as vrillé en écoutant, en préparant ton interview. Tu te dis, mais comment il fait? Pourquoi? C'est... On va en parler juste après. Mais c'est vrai que ce parcours-là, comment tu fais pour... c'est toujours une question que je pose aux sportifs de haut niveau. Pour te remobiliser après un record, comment tu te remotives après avoir fait tous ces records du monde, notamment une fois que tu as entre guillemets, je mets des guillemets quand même, parce que vous êtes tous des compétiteurs, mais après avoir tout fait ou prouvé. Bah justement, quand j'ai tout fait par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, j'ai levé le pied. C'était vraiment ça. C'était après les 300, je voyais pas vraiment d'utilité à aller à 302, 304, 305. Ça m'était pas vraiment égal. J'avais fait le job. C'était mon cinquième titre de champion du monde. Voilà, j'en ai eu. Pour moi, c'était assez. Mon record a été battu depuis, mais j'ai pas vraiment ressenti l'envie d'y retourner. J'ai beaucoup fait de l'apnée finalement en compétition pour moi, en fait, avant tout. C'est vraiment beaucoup pour moi que je faisais ça. D'ailleurs, c'était pour ça que je me suis mis à l'apnée au début, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mm. C'était pour moi, pour me faire du bien. Je me suis mis à faire de la compétition parce que j'ai eu besoin de cette discipline exigeante pour me cadrer, pour m'imposer une rigueur au niveau mental et physique. Et c'est marrant, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là que j'ai continué ensuite. Et quand j'ai été champion de France, bah, c'est pareil, champion du monde, c'est pareil. En fait, j'ai fait ce qu'on m'a dit, quoi.
un petit peu. J'ai suivi le chemin qu'on m'a présenté, quoi. Et jamais, jamais j'en ai voulu à un mec de prendre un record ou de prendre ma place devant moi. Enfin, ça a jamais été. D'ailleurs, j'ai toujours entretenu, enfin, j'ai toujours essayé d'entreprendre des relations très amicales avec les autres athlètes de tous les pays, hein. J'ai beaucoup d'amis apnéistes croates, russes, euh, polonais. Enfin, voilà, j'en ai beaucoup d'amis athlètes d'autres pays parce que j'ai toujours essayé euh, de minimiser comment dirais-je, de minimiser l'impact des titres et des records sur l'ego. Parce que j'ai toujours Mhm. trouvé que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment en phase avec ma Ce que vision de tu venais l'apnée. chercher. Ouais. Voilà, avec ce pourquoi Mhm. je faisais de l'apnée. Et même pour moi, profondément, je trouve ça débile, quoi. Donc voilà, pas que dans l'apnée d'ailleurs, hein, comment dirais-je, l'orgueil du sportif qui veut être champion du monde, quand on y réfléchit concrètement, c'est quand même un truc assez égotique, quoi. Mhm. Euh, Alors, si le sportif le fait dans une pure dynamique de dépassement de soi, avec un travail personnel, c'est tout à fait louable. Mais s'il le fait pour être le premier au monde, je trouve pas ça si louable que ça. C'est quelque chose pour moi qui est. C'est être simplement dans la compétition, quoi. À la C'est rigueur, réfléchir. faut au moins qu'il y ait les deux, à la rigueur. Oui, c'est ça, à savoir à quoi te sert l'ego et est-ce que c'est un moteur ou est-ce que c'est plutôt quelque chose pour s'auto-satisfaire. Ouais. Après, ça ne veut pas Effectivement. dire qu'on respecte pas son adversaire. On respecte son adversaire. Bien sûr. D'ailleurs, j'adore par exemple la boxe. Je trouve qu'il y a un sport fascinant et il y a quelque chose de très concret, de très physique, ou de très dominant. Euh, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir ce rapport de respect à l'adversaire. Mais c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, j'ai toujours essayé de dissocier voilà, ce titre. Pour moi, c'était un accomplissement personnel. Voilà, avant tout. Alors, je suis champion du monde, c'est très bien, c'est gratifiant, c'est exceptionnel, ça me permet de crédibiliser aussi mes démarches en tant qu'athlète, ça me permet de crédibiliser aussi mon statut de conférencier, de partager cette expérience avec des gens qui vont m'écouter, parce qu'il y a ces titres qui crédibilisent finalement mon CV quelque part, mais ce qui est important, c'est surtout ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, quoi. Moi, c'est ça qui m'importe en tout cas. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours essayé de rester très pote avec mes concurrents croates, mes concurrents italiens, qui sont... Voilà, et parfois c'est vrai que eux le voyaient pas forcément de la même manière. Et je le ressentais, et c'était parfois un petit peu étrange, cette compétition qu'il y avait entre les athlètes. Voilà, moi, c'était pas un truc C'était pas un truc dans lequel j'étais, quoi. Bon, bref, en tout cas, c'est... Et justement, pardon, justement avec ce que tu recherchais, le sport thérapie, est-ce qu'en compétition c'est quelque chose qui s'est un peu dilué ou perdu? Parce que forcément, ben voilà, tu n'es plus à un mode de sport plaisir pour toi, mais tu as aussi cette compétition qui rentre en compte. Bien sûr, bien sûr, l'apnée est un sport de relâchement, de travail sur soi, d'introspection. Euh, c'est un sport qui doit nous élever à un niveau de conscience, voilà, je dirais plus haut que celui qu'on a dans notre quotidien, quoi. Et c'est vrai que bah, parfois, avec les athlètes à très haut niveau, il faudrait qu'ils remettent un petit peu ce genre de considération au centre de leur pratique, quoi, si je peux Hmm. me permettre. Et justement, pour les personnes qui n'ont jamais fait d'apnée comme moi, cet état de conscience, cet état de flow, on va dire, pour essayer d'imager aux gens, tu le situerais où par rapport à des indicateurs que tout le monde connaît ou presque? J'ai pas compris la question, pardon. C'est pas grave. Je disais, cet état
de flow et dans lequel tu es grâce à l'apnée, en ce moment d'apnée que tu recherches, tu le transposerais dans quelle activité pour que les gens puissent avoir une image éventuellement? Bah, On c'est parlait de très méditation tout à l'heure, mais Oui, c'est très méditatif. On est centré sur le moment présent, on est centré sur soi, hein, c'est la concentration au sens propre, euh, sur ses sensations, sur les éléments, le contact avec l'eau, le contact avec l'élément. On est en relative apesanteur, euh, le tout en bloquant sa ventilation, ce qui est assez symbolique, hein, il y a quelque chose d'assez placentaire là-dedans, presque, je dirais. Euh, ouais, donc c'est un peu comme une bulle de privation sensorielle, quoi. On est dans cet état un peu second, c'est vrai parfois, euh, mais qui est très agréable, je dois avouer. Surtout quand on commence à être entraîné en apnée et qu'on arrive justement à étendre cette zone de confort avant que l'envie de respirer vienne nous chatouiller. Ben là, ça veut dire qu'on arrive à faire des longues apnées dans un relâchement total, qu'on arrive à descendre en mer en plus à 10, 15, 20, 30 mètres, à regarder autour de soi, la surface, etc. Et ouais, c'est très agréable. Je pense que oui, c'est assez méditatif. Ça ressemble à de la méditation. Ouais. Ouais. Et est-ce que c'est toujours aussi agréable quand en 2022 tu fais ça en maillot, sous la glace, par 1 degré? Non, mais de toute façon, il y a une dimension dans la compétition, il y a une dimension dépassement de soi qui, de toute façon, fait qu'on n'est plus dans l'agréable. Mais peu importe la discipline, hein. Même quand je faisais mes records en piscine, il n'y a rien d'agréable là-dedans, hein. L'agréable existe dans l'apnée loisir, où là on reste dans l'agréable. On est là pour le relâchement, pour l'observation des poissons, ou pour voilà, la pesanteur, le silence, etc. Quand on fait de la performance à haut niveau, voilà, quand on va le plus loin possible, euh, quand on essaie en tout cas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en compétition, et ben là on rentre dans autre chose et c'est de la compétition, c'est du sport à haut niveau et c'est toujours pareil, mais ça dans plein d'autres sports d'ailleurs. Enfin, je veux dire, quand tu fais un footing en forêt d'1 heure, c'est très agréable, mais quand tu fais un marathon, bah, c'est très difficile. Bah, c'est exactement pareil. Voilà, tu fais une promenade, tu fais une promenade dans le Mercantour, par exemple, dans l'arrière-pays niçois, chez moi, c'est très agréable. Mais par contre, tu t'élances à l'ascension du K2, bah, c'est très difficile. Eh ben, c'est exactement pareil. Dans l'apnée, tu peux faire de l'apnée loisir, du snorkeling, aller voir les tortues, les poissons. C'est très agréable. Rester sur 5 ou 10 mètres. Par contre, tu tentes un record personnel le long d'un câble ou dans une piscine à l'horizontale, eh ben, c'est très difficile. Voilà, c'est vraiment toute la différence entre le sport à un niveau loisir et le sport à un niveau compétition. Et c'est vrai que l'apnée à un niveau compétition, c'est un sport particulièrement exigeant. Pourquoi? Parce qu'on dépasse un réflexe de survie primaire, très ancré, qui est l'envie de respirer. Enfin, la respiration, quoi. Le besoin de respirer. D'ailleurs, je dirais plutôt l'envie de respirer plutôt que le besoin de respirer. Parce que, en fait, on dépasse l'envie de respirer. Mais le but, justement, en apnée, est de ne pas dépasser le besoin de respirer. C'est d'essayer de sortir avant, justement. Donc, on essaie de sortir avant le besoin physiologique de respirer. Et le boulot de l'apnéiste, justement, c'est d'explorer cette zone entre le début de l'envie de respirer et le besoin physiologique de respirer. Et d'essayer de naviguer dans cette zone, d'aller le plus loin possible, sans dépasser le besoin physiologique de respirer. Sinon, c'est la perte de connaissance, la syncope, et s'il n'y a personne avec nous, c'est la noyade, quoi. Donc c'est gravissime. Et si on est en compétition, bah, on se fait sortir par les apnéistes de sécurité, et la performance est invalidée, on est disqualifié. Donc l'idée, c'est à tout prix d'essayer d'éviter cette fameuse syncope. Voilà. Donc le jeu de l'apnéiste, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, l'apnée en compétition, pour répondre à ta question, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Et ce que j'ai fait sous la glace, dans de l'eau gelée à 1 degré, c'était encore moins une partie de plaisir, parce qu'il y avait la dimension eau glaciale, et il y avait la dimension prise de risque, évidemment.
euh, qui étaient deux données qu'il a fallu que j'ajoute au, à l'envie de respirer, quoi, qui est déjà très forte quand on fait de l'apnée dans une eau tempérée, quoi. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ce projet et surtout comment tu t'es préparé et quelles briques tu as rajouté justement pour te préparer au mieux? Bah, ce projet est né en 2016, après justement mes derniers records en bassin. Je commençais à l'époque à m'intéresser à l'eau glacée, mais aux vertus des bains thérapeutiques en eau froide. C'est-à-dire pas du tout pour faire de l'apnée, je m'intéressais aux impacts des immersions des bains glacés sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur la qualité du sommeil, la récupération musculaire, les douleurs chroniques, etc. Et pas forcément d'un point de vue personnel, hein, mais d'une manière générale. Et à un moment donné, bah, j'ai commencé du coup à me baigner dans de l'eau froide à cette époque-là. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Et en plus, je ressentais évidemment que quand on sort de l'eau froide, on se sent super bien. Et donc, il y a aussi ce boost hormonal avec un gros dégagement d'endorphine qui est très agréable. Euh, et donc voilà, ça m'intéressait. Et puis à cette époque-là, un de mes camarades, Alex Voyer, qui est un photographe sous-marin, apnéiste, voilà, qui est très reconnu, m'a dit, bah, tiens, pourquoi tu tenterais pas un record d'apnée sous la glace? Pourquoi tu lirais pas tes deux intérêts, ton intérêt pour l'eau froide et ton intérêt pour l'apnée, pour essayer de faire quelque chose d'original? Et c'est là qu'on a eu l'idée de lancer ce premier record sous la glace en 2017, en Finlande, où j'ai fait ce record de distance sous la glace en monopalme avec combinaison. J'ai nagé 175 mètres sous la glace d'un lac gelé finlandais en 2017. On a fait un film à l'époque qui s'appelle Aquairex, euh, qui a été réalisé par un de mes collègues de l'ESRA d'ailleurs de l'époque, Sébastien Moreau. Et ensuite, j'ai fait une petite pause, puis en plus on a eu le Covid. Et ensuite, je me suis relancé dans un projet de double tentative de record. Cette fois, c'était à la brasse, les deux, donc sans ma monopalme. Et c'était avec et sans combinaison. C'était ça les deux records. Donc j'ai fait respectivement 120 mètres et 105 mètres. 120 mètres avec la combi, 105 mètres sans la combi. Et là, c'était à la brasse, donc. Et c'était Finlande et Canada. Et là, on a fait un nouveau film qui s'appelle Sunny Boy, qui a été réalisé par Morgane Le Faucheur et produit voilà, par Almofilm, qui est une boîte niçoise, et qui a fait et qui fait encore le tour des festivals en ce moment-là, et qui est un chouette film qu'on peut retrouver sur Amazon Prime. Ils m'ont suivi pendant 2 ans justement pour documenter toute cette préparation. Bah, pour répondre à ta question, du coup, ça a été beaucoup d'apnée, déjà, de l'apnée en distance à l'horizontale à la brasse, hein, donc du spécifique dans ce que j'allais faire. Ça a été de la préparation physique, c'est ça de toute façon que je lâche jamais de toute façon. Euh, et ça a été aussi beaucoup d'acclimatation à l'eau froide, à l'eau glacée. Et l'acclimatation à l'eau glacée a été de loin la partie la plus difficile, parce que pendant 2 ans, 2 ans et demi, ça a été chaque hiver, de octobre à mars, d'aller un jour sur deux nager pendant 10 à 20 minutes dans une eau entre 2 et 8 degrés, quoi. Euh, un jour sur deux, hein, c'est-à-dire que voilà, et c'est donc très exigeant mentalement. Et là, c'est encore une fois, c'est pareil, on est loin du bain thérapeutique de 2 minutes, hein. C'est toujours pareil, il y a le loisir et la compétition. Ben, dans l'eau 20 froide, c'est minutes et c'est pareil. pas la même, hein. Ouais, c'est-à-dire que 2 minutes, 2 3 minutes dans l'eau à 1 degré, c'est génial, on se sent super bien, on se sent, on est bourré d'énergie, on est bourré d'endorphine, ça fait un bien fou. Par contre, nager pendant 15 20 minutes dans une eau voilà, à 4 5 6 degrés, c'est très exigeant physiquement et mentalement. C'est plus du tout du bain thérapeutique, quoi. C'est de la préparation de nage hivernale, de nageurs en eau froide. Il y a beaucoup de nageurs hein, qui font ça, hein, je pense à Steve Lefoc, je pense à Marion Joff. Voilà, il y a beaucoup de nageurs qui se spécialisent dans l'eau glacée.
euh, et qui ont ce genre de prépa, hein. Donc ça n'a rien à voir avec la méthode Wim Hof, hein. Voilà, c'est deux choses différentes. Et donc du coup, j'ai fait cette prépa voilà, sur 2 ans et demi et qui m'a vachement entamé mentalement. Et finalement, à l'approche ensuite du record, bah, c'est de faire du spécifique, c'est-à-dire de commencer à faire des apnées dans de l'eau froide. Parce que chaque chose, je les faisais indépendamment, nage en eau froide, préparation physique, apnée. Et à la fin, l'idée, c'est d'essayer de commencer à faire de l'apnée dans de l'eau froide, pour commencer à faire du spécifique. Voilà, et ensuite, terminer ma préparation à Chamonix, euh, où je suis resté 2, 3 mois avant de partir, 2 mois et demi avant de partir au Canada. Et ensuite, le record au Canada, donc 105 mètres en slip de bain, dans une eau à 0,7 degrés. Euh, alors, il y a eu plein de péripéties hein, pendant cette prépa qu'on peut retrouver dans le film d'ailleurs, dans Sunny Boy, notamment une hypothermie slash hypoperfusion cérébrale, slash chute de tension, slash hypoxie. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé plein de trucs d'un coup. Et c'est vrai que je suis sorti de l'eau, je tenais plus debout. Enfin bon, c'était terrible. On a appelé les pompiers et tout. Donc il y a quand même eu quelques péripéties pendant le chemin, quoi. Donc ça a été une prépa franchement pas facile. Et c'est marrant parce que d'un point de vue maturité, j'étais déjà, euh, j'étais déjà presque sur la suite au moment où j'ai fait ces 2 derniers records sous la glace. Je les ai fait en 2021-2022 et j'étais déjà, je- ça a été un projet fascinant hein, dans lequel je me suis donné à 100%. Mais j'étais déjà presque passé à autre chose. J'avais déjà moins besoin de cette rigueur, de cette rigueur physique et mentale qui m'a cadré pendant tant d'années, tu sais, qui m'a sorti de cet état dans lequel j'étais à Paris où j'étais très mal. Et c'est vrai que j'étais déjà presque passé à autre chose. Et je l'ai ressenti ça pendant la préparation, hein. Euh, et du coup, ça a vraiment été sortir de ma zone de confort, quoi. Vraiment, ça a été très difficile. Et c'est pour ça qu'après ce record en 2022, j'ai vraiment levé le pied sur la compétition. J'ai arrêté la compétition d'ailleurs. Peut-être que je la reprendrai un jour. En tout cas, pour le moment, temporairement en tout cas, je l'ai arrêté pour me mettre à 100% dans mes activités annexes, quoi. Que j'avais déjà commencé dès Hmm. 2016, hein, mais là, c'était vraiment voilà, pour m'y mettre full time. Et alors justement, parlons un peu de tes projets qui sont arrivés à partir de 2021-2022 de plus en plus. Quels sont tes projets aujourd'hui? On en a parlé un petit peu en préambule. Bah, aujourd'hui, c'est surtout de remettre la découverte et l'exploration au centre de ma pratique de l'apnée. Parce que l'apnée, à la base, c'est ça. L'apnée, à la base, c'est pas descendre le long d'un câble ou nager sous la glace ou dans une ligne d'eau. À la base, l'apnée, c'est pour explorer notre environnement marin. C'est pour ça qu'on fait de l'apnée surtout. Et, euh, et la compétition est venue bien après, hein. Les hommes ont commencé à faire de l'apnée pour aller prélever des ressources, pour découvrir leur environnement sous-marin. Et donc, pour aller chercher des trucs à manger, etc. Et donc, moi, l'idée, c'est de remettre l'exploration et la découverte et l'aventure au centre de ma pratique, revenir un petit peu à l'essence de cette discipline. Et c'est ce que je fais dans le cadre de ma série documentaire L'Odyssée salée, voilà, que je développe avec Kevin Sampé, mon réalisateur et producteur, et qu'on développe pour TV Monaco. Euh, donc on vient de terminer la première saison, qui est une saison de 3 épisodes, qu'on a tourné respectivement en Norvège avec les orques, le long de la Grande Barrière de Corail dans le nord-est de l'Australie, dans le Queensland, et dans le sud de la Thaïlande. Où là, on revient, là, on est revenu il y a une dizaine de jours de Thaïlande, où on a bouclé le 3e épisode. Et l'idée, le pitch de cette série, que j'ai vraiment imaginé, je te dis vraiment dès 2016, après mon record de 300 mètres en bassin, j'avais déjà commencé à réfléchir à cette série. Le pitch, c'est un, un champion du monde d'apnée part à la découverte des océans
avec ses capacités, entre guillemets, certes exceptionnelles, d'apnéiste, mais avec l'œil candide de la découverte. Parce que c'est vrai que les océans, finalement, j'y connais pas grand-chose. Je vis à Nice depuis 5 ans, mais je suis un pur produit parisien. Moi, je suis un parigot, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, voilà, je ne connais pas vraiment le monde des océans. Et donc, l'idée, c'est de profiter de ces capacités extraordinaires, entre guillemets, euh, enfin, de les mettre au service de la découverte, quoi, et d'aller découvrir ces endroits en apnée, qui est une méthode non invasive, silencieuse, furtive, éco-responsable, de découvrir l'environnement sous-marin et d'aller au contact des espèces. Avec cette dimension, en plus de ça, évidemment, d'adaptation, de soumission à l'élément, hein, parce qu'on arrête de respirer, donc on se soumet à l'élément aquatique, on s'adapte complètement à l'élément. Hein, c'est pas une tricherie, comment dirais-je, avec des bouteilles, etc. Donc même si je fais certaines séquences en bouteille, hein, parce que parfois c'est obligatoire, mais comment dirais-je, la plupart du temps je suis en apnée, et c'est ça que j'aime aussi dans l'apnée, c'est qu'il y a cette dimension vraiment adaptation et soumission à l'élément. C'est-à-dire qu'on y va en toute humilité, quoi. On s'adapte. Et donc voilà, ça c'est l'idée, et c'est aussi, et beaucoup, d'aller à la rencontre des gens qui vivent dans ces endroits-là, pour les interviewer et comprendre leur quotidien. Généralement, c'est des gens qui vivent avec la mer ou grâce à la mer. Ça peut être des pêcheurs, des scientifiques, des sportifs, des apnéistes, des industriels, des politiques. Voilà, il y a de tout. Et l'idée, c'est voilà, d'aller à leur rencontre et d'essayer de comprendre leur quotidien, leur métier, etc. Donc, alors toujours dans une dynamique que j'ai voulu euh, comment dirais-je, c'est une dynamique de découverte et d'aventure, c'est-à-dire, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est neutre, mais parce qu'il y a quand même une évidente bienveillance pour l'environnement dans tout ce qu'on fait, et la manière dont on écrit nos sujets, mais l'idée est de ne pas être dans l'activisme. Voilà, je ne suis pas activiste, de toute façon je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas, et c'est un truc que j'assume complètement. Mais l'idée est de sensibiliser les gens de manière plus fine, plus subtile que ce qu'on a peut-être l'habitude de voir, par la beauté des images finalement, de manière peut-être plus poétique même, et en essayant de ne pas prendre parti à tout prix. Voilà. Et c'est-à-dire d'essayer de comprendre le point de vue de tout le monde. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est-à-dire essayer de, quand on, par exemple, c'est l'exemple que je donne tout le temps, mais si jamais un jour je vais interviewer par exemple la Sea Shepherd qui essaye de protéger les baleines tant bien que mal, eh ben, j'essaierai toujours d'aller interviewer les pêcheurs de baleines pour comprendre pourquoi ils font ça, quel est l'historique, pourquoi de père en fils ils égorgent des globicéphales sur la plage aux îles Féroé, quelle est l'histoire et la tradition derrière ça, etc. L'idée c'est d'essayer de comprendre. Euh, et en essayant de ne pas leur répondre que ce qu'ils font c'est horrible et que c'est des gros cons et que voilà, c'est d'essayer de comprendre quoi. Alors c'est pas une position très facile, c'est pas toujours facile, mais l'idée c'est ça, c'est de rester dans cette espèce d'œil curieux, de la découverte et de la compréhension. Voilà. Mais avoir un regard très abrasif sur un opposé, c'est un chemin plus court que d'essayer de comprendre et de vraiment s'intéresser à la chose. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus facile aussi. Avec quoi tu Ouais, puis repars de ça? c'est surtout qu'on leur donne rarement la parole, Bien sûr. et même si je cautionne pas ce qu'ils font, hein, évidemment, évidemment que je suis contre, que je trouve ça horrible, mais je veux comprendre, quoi. Voilà. Et avec quoi tu repars de cette première saison pour nous mettre l'eau à la bouche? Bon, on a fait de très belles choses. Les rencontres avec les orques en Norvège ont été fabuleuses. On a rencontré beaucoup de pêcheurs norvégiens aussi pour essayer de comprendre ce qu'ils font. On a rencontré aussi un politique local. Euh, on a rencontré des gens qui faisaient du whale watching aussi, qui est un truc qui se développe énormément en Norvège, dans les fjords de Norvège. Ça consiste en quoi? Le whale watching, c'est embarquer des touristes sur des bateaux pour aller voir les baleines et en plus de ça, aller faire du snorkeling avec les baleines. Donc c'est essayer de comprendre
comment ils le font. Est-ce qu'ils le font de manière respectueuse? Est-ce qu'il y a une charte? Comment ils approchent les animaux? Voilà, bon, j'ai essayé de comprendre un peu ça. C'est un truc parmi tout ce qu'on a fait, hein, en Norvège. On a été donc en Australie sur la Grande Barrière de Corail pour essayer de comprendre le cycle de l'eau. Donc c'est-à-dire Attends, je finis quand même juste sur la Norvège parce qu'il y a quand même un truc important, c'est qu'on a quand même Vas-y, vas-y. essayé on a essayé de comprendre aussi les modifications des migrations liées au réchauffement climatique. En fait, le réchauffement climatique est la trame de fond de toute cette première saison. C'est le fil rouge de la première saison. Et donc, dans l'épisode norvégien, on a essayé de comprendre les modifications des migrations, notamment de harengs, qui sont en fait le garde-manger de cette partie du monde, où on a les baleines et les orques qui viennent pour manger du hareng. Et les harengs, je crois que c'est une des plus grosses migrations animales au monde, c'est des milliards et des milliards de harengs, il y en a des milliards de tonnes. Ils vont de plus en plus au nord parce qu'ils ont besoin d'eau froide pour déclencher leur cycle de reproduction. Et donc pour trouver cette eau froide, ils vont de plus en plus au nord parce que la température de l'eau a tendance à augmenter. Et donc ça modifie tout l'écosystème parce que tu as aussi tous les gros animaux du coup qui migrent aussi vers le nord. Et donc on a essayé de comprendre voilà, cette migration, c'était assez intéressant. L'Australie, disais-je, on a essayé dans le Queensland de comprendre le cycle de l'eau parce qu'on était dans la Cloud Forest qui est derrière Cairns, dans le nord-est de l'Australie. Et cette Cloud Forest peut monter, je crois, jusqu'à presque 2000 mètres d'altitude. Là, il y a tous les nuages qui viennent s'écraser sur les montagnes. Et c'est comme ça que les forêts se chargent en humidité, là-bas, avec des pluies aussi, évidemment. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la Cloud Forest, parce que c'est dans les nuages. Et cette humidité va ruisseler le long de la forêt, filtrer à travers les arbres, arriver jusqu'à la mangrove, être filtrée encore par la mangrove, passer dans le récif côté intérieur, où elle va encore être filtrée, et finir par aller du côté récif extérieur. C'est pour ça qu'on a une eau très claire côté récif extérieur, c'est parce qu'il y a toutes ces étapes de filtration. Et une fois qu'elle est sur le récif extérieur, l'eau va se réévaporer et repartir sur la cloud forest. Donc il y a tout un cycle comme ça de l'eau en Australie qui est évidemment perturbé par le réchauffement climatique. Et donc on a essayé pas que le réchauffement climatique d'ailleurs, mais par aussi l'agriculture et les activités humaines, hein, bien sûr, les ouragans, etc. Donc on a essayé voilà, de comprendre tout ça, c'était très intéressant. La Thaïlande, ça a été évidemment très instructif aussi. Autour du réchauffement climatique, la quête de cet épisode en Thaïlande, c'était de trouver le requin léopard. Alors on appelle ça requin léopard, mais en fait c'est requin zèbre, plus précisément. Autour de cette quête, essayer de comprendre quels étaient les impacts du réchauffement climatique, pas que sur ce requin, évidemment, mais sur l'ensemble de l'écosystème thaïlandais, en tout cas dans le sud de la Thaïlande. Côté golfe de Thaïlande et côté mer Andaman, on a fait les deux. Et donc là, en parallèle de ce sujet qui est évidemment flagrant, au niveau du blanchissement des coraux et de la disparition des espèces, on a aussi beaucoup parlé du surtourisme, de la pollution plastique, de l'impact du tourisme qui est désastreux dans cette partie de la Thaïlande, hein, notamment sur certaines îles comme Koh Phi Phi par exemple, Koh Tao, qui sont submergées de touristes. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on a traités en Thaïlande, qui est un pays assez fascinant. Voilà ce qui constitue la première saison. En tout cas, c'est des épisodes qui vont ressortir là cet été sur TV Monaco, qui est diffuseur, mais qui est aussi distributeur. C'est-à-dire qu'ils ils vont revendre aussi ça à des chaînes, puis à l'étranger, peut-être en plateforme. Voilà, ça va être disponible à droite à gauche. Bon, on suivra ça sur tes réseaux sociaux pour voir un petit peu où trouver la série dans les mois à venir, parce qu'il faut quand même aussi le temps de la monter quand même. Tu as dû faire un tas de rencontres tout aussi inspirantes les unes que les autres. Euh, Si tu devais en retenir qu'une, même si c'est toujours un exercice un peu difficile, mais spontanément, quelle est une ou des rencontres inspirantes que tu pourrais partager? Euh, je dois avouer qu'il y a eu deux choses qui m'ont quand même marqué. C'était
les baleines et les orques en Norvège, c'était quand même des rencontres très impressionnantes. Et les plongées de nuit en Australie sur la Grande Barrière de Corail, ça a été aussi très impressionnant. Ouais. Les plongées de nuit sur la Grande Barrière de Corail australienne, c'était sportif. Ouais, se faire percuter par des carangues pélagiques d'1,20 m qui tracent à 50 km/h dans le noir, Que tu vois pas venir. que tu vois pas venir, c'était quelque chose, je dois avouer. Quel est le meilleur conseil que tu aies pu Ah, recevoir pardon, si je peux me Vas-y. permettre, il y a un événement marquant, quand même, qui était plus marquant que les autres. J'ai plongé en Australie dans une mangrove euh, euh, sur, je sais pas, 1,80 m, 2 mètres de fond, mais avec 15 cm de visibilité, euh, avec des ailerons qui sortent, hein. Des ailerons qui sortent, des gros poissons qui sautent, c'est-à-dire qu'il y a des poissons encore plus gros qui les chassent, avec possiblement des crocodiles marins, possiblement des requins-tigres, parce que c'était une nurserie de requins-tigres, cet endroit-là. Je l'ai su que après. Et je me suis quand même mis à l'eau dans cette eau-là, hein. Voilà. Et là, je dois avouer que je nageais avec les mains comme ça. Et je suis pas resté longtemps dans l'eau, quoi. Voilà, ça a été Tu, très très traumatisant. tu m'étonnes. J'allais te poser la question juste avant, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie, que ce soit en tant que sportif ou entrepreneur, que ce soit ton coach ou d'autres personnes parmi les rencontres que tu as faites, si tu avais voilà, aux auditeurs un conseil à partager qui t'a marqué. Par rapport à la série, j'ai pas compris, pardon. Non, non, dans ta vie. Mais ça peut venir de la série. Un conseil, euh, un conseil aux auditeurs, bah, essayez de sortir de votre zone de confort le plus régulièrement possible. Euh, Pas forcément en faisant du sport, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être dans une simple discussion, ça peut être dans un projet qu'on a envie de mener à bien, ça peut être dans une personne qu'on a envie de rencontrer. Euh, Ça peut être professionnellement, personnellement, sportivement. Juste voilà, essayer de sortir de votre zone de confort le plus régulièrement possible et dans des domaines divers et variés pour essayer d'être le plus complet possible et finalement être acteur de votre propre existence. Voilà, c'est ça le conseil. Et justement, en quoi ta carrière de sportif t'aide aujourd'hui dans ton approche entrepreneuriale et à travers tous les projets que tu mènes? Parce qu'on fait souvent des ponts, enfin moi je trouve qu'il y a des ponts intéressants entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, mais justement toi qui connais les deux, quel lien tu y ferais et en quoi l'un t'a aidé pour l'autre? Bah, clairement, ce qui m'a aidé pour mon quotidien d'entrepreneur, c'est le lâcher prise sur le risque associé à toute entreprise passionnée. C'est-à-dire accepter la trouille et l'inconfort liés aux risques qui subsistent dans chaque entreprise passionnée, peu importe ce qu'on a fait pour essayer de réduire ce risque au maximum. Euh, et ça, c'est vraiment la leçon numéro un que j'ai que j'ai retenue de cette carrière d'apnéiste à haut niveau, spécialement pendant les records sous la glace, et tout spécialement pendant le dernier record sous la glace, sans combinaison au Canada, les 105 mètres, où vraiment il a fallu que j'accepte que peut-être ça puisse très mal se passer sous l'eau et que j'accepte que ce risque fasse partie du jeu, quoi. Et, euh, et donc d'accepter que, comment dirais-je, que voilà, que malgré tout ce que j'ai mis en place pour réduire le risque au maximum, eh ben, subsiste une inconnue qui peut être très grave, euh, qui peut être catastrophique. Je peux ne pas m'en sortir, mais si je lâche pas prise sur cette peur, si j'accepte pas ça, je peux pas partir, c'est impossible.
parce que le raisonnement nous rappelle à la réalité, et puis bah, on peut pas lâcher prise, c'est pas possible, quoi. Donc à ce moment-là, il faut faire un choix, et il faut faire le choix de se jeter dans le vide, et d'accepter cet inconnu. Alors, fort heureusement, dans ce qu'on entreprend, il n'y a pas toujours ce même degré de risque, je dirais. Euh, mais la démarche est la même, si tu veux, c'est-à-dire d'accepter cette trouille, cet inconfort lié au risque de chaque entreprise passionnée. Et au début, c'est terriblement difficile hein, de faire ce processus. C'est très difficile au début d'oser faire ça, d'oser prendre ce risque, de lâcher prise sur ce genre de choses. Et puis finalement, quand on a essayé une fois, on se dit bah merde, tiens, bon, c'était un mauvais moment à passer, mais finalement le retour sur investissement est tellement énorme que ça valait le prix, quoi. Hmm. Ça valait le coup, quoi, finalement, de le faire. Tiens, bah je vais peut-être réessayer. Et puis finalement, on essaye une deuxième fois. Ah bah ouais, tiens, ça refait la même chose. Tiens, bah ouais, ça m'a vachement enrichi. Allez, je vais peut-être retenter par curiosité quand même. Pouf! Et puis bah tiens, c'est de nouveau très enrichissant. Et puis finalement, petit à petit, ça devient de moins en moins compliqué. Et finalement, ça devient quelque chose de nécessaire et de vital. Et on devient quelqu'un d'entreprenant. Voilà. Et pas forcément d'entrepreneur d'ailleurs, hein, mais d'entreprenant en tout cas. Euh, et c'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui encore, hein, c'est-à-dire dans ce nouveau métier que j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire de présenter des épisodes dans ma série documentaire, d'être vraiment journaliste incarnant, le fait d'interviewer des gens, d'être intervieweur, le fait de parler devant un public pendant mes conférences, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu que à un moment donné, il a fallu que je lâche prise sur la trouille et puis que je me lance et que je monte sur scène, quoi. Euh, voilà, dans chaque chose quand je vais rencontrer un, un directeur marketing d'une grande maison qui est un de mes partenaires ou qui sera un de mes partenaires plus tard, bah pareil, à un moment, quand je rentre dans le bureau, eh ben, voilà, il faut oser le faire et à chaque fois, c'est le même process, j'ai l'impression. Il faut sortir de sa zone de confort, quoi. Et voilà, c'est un truc qui est très difficile au début, mais je vous assure que c'est de moins en moins compliqué et que le retour sur investissement est tellement énorme que finalement après on peut plus s'en passer, quoi. Même dans l'échec, même dans l'échec. Ce qu'on appelle la zone d'apprentissage, en dehors de la zone de confort, elle porte bien son nom aussi. Exactement. Ouais, où est-ce qu'on peut te suivre, Arthur, pour suivre tes prochains projets? Alors, on mettra les liens en description sous l'épisode. Donc, tu as un Insta, notamment Instagram, où t'as des Ouais, photos magnifiques. oui, alors c'est ouais, principalement Instagram. Je- je- j'ai pas le temps de me consacrer à trop de réseaux sociaux. Du coup, je suis sur Instagram, un peu sur LinkedIn, mais c'est vrai que enfin, j'ai un compte TikTok, mais j'y suis rarement. Et puis voilà quoi, je suis pas sur X. Peut-être que je vais me faire un compte, je sais pas, un jour, mais ouais, principalement Instagram, je dirais. Ouais. vous allez voyager rien qu'en regardant les photos qui sont dessus. C'est absolument poétique et très, très beau. Euh, Merci. je crois qu'on a fait le tour, Arthur. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder? Non, écoute, voilà, merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça inspirera, voilà, tous ceux qui nous ont entendus aujourd'hui. Ben, c'est le but, c'est le but. Essayons d'apporter nous aussi notre pierre et d'inspirer du monde et de prendre une bonne bouffée d'oxygène, comme on dit, pour faire le lien avec ton job. Arthur Guérin-Bouéry, on peut te retrouver donc sur Instagram. Merci à toi pour ta Merci. disponibilité et ton partage d'expérience. Et quant à nous, on se retrouve sur un prochain épisode d'Inspirer, disponible sur l'ensemble des plateformes audio, que ce soit Deezer, Spotify, Apple ou Amazon, et également ici en vidéo sur YouTube et Instagram. À très bientôt. Salut!